Le procès de Poutine. Une fiction d'Amnesty International. Épisode 5. On arrive au tribunal, madame. Merci. 8,70 s'il vous plaît. Et vous participez au procès de Poutine ? Non, enfin, en quelque sorte, je suis journaliste. Vous prenez le sans contact ? Oui, tenez. Et vous pensez qu'il va être condamné ? Je sais pas, on verra, c'est le jour des closing statements. Ça veut dire quoi, ça ? C'est la fin du procès. Les avocats des parties vont résumer leurs arguments et présenter leurs conclusions sur la culpabilité ou l'innocence de Poutine. Eh ben... Vous voulez un reçu, madame ? Non, ça ira, merci. Bonne journée. Allez, bonne journée à vous. Je sais pas où on va, là. Mais s'il est pas condamné... On marche sur la tête, hein. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur la question des réparations en cas de condamnation de M. Vladimir Poutine. Dans une situation d'après-guerre clairement définie, avec un vainqueur établi qui aurait été l'Ukraine, l'agresseur aurait présenté ses excuses. La Russie aurait ainsi pris toutes les mesures nécessaires pour assurer les réparations. Ce n'est pas le cas. Ça ne le sera jamais. Jamais. S'il vous plaît. Les principes des Nations Unies contre l'impunité affirment que, je cite, « Toute violation d'un droit de l'homme fait naître un droit à la réparation en faveur de la victime ou de ses ayants droit qui implique, à la charge de l'État, le devoir de réparer et la faculté de se retourner contre l'auteur. » Je rappelle à la Cour que le registre des dommages pour l'Ukraine, créé par une résolution du Conseil de l'Europe en avril 2024, a recensé plusieurs milliers de demandes d'indemnisation pour les violences subies par les enfants déportés. La commission des réclamations est en train de décider des sommes à verser aux requérants pour leurs préjudices, pertes et dommages. On peut donc désormais chiffrer la souffrance. Un peu de décence, je vous prie. Non, c'est important. Sur la base de quels critères pouvez-vous mesurer ce que chaque victime, notez que je mets le mot entre guillemets, sur la base de quels critères chaque enfant mériterait-il une somme plus qu'un autre ? Un Volodya a pleuré plus longtemps que Petro dans son lit le soir. Donc il a droit à 10 € de plus. Les compensations financières ne sont pas les seules composantes des réparations pour les victimes des crimes internationaux et de violations graves des droits humains. Il existe des mesures symboliques qui sont primordiales pour la restauration de leur dignité et pour la réconciliation. C'est une réparation morale, si tant est que le mot ait encore un sens pour votre client. Arrêtez ! Selon l'ONU, la réparation intégrale et effective du préjudice doit comprendre la restitution, l'indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. Pour les enfants qui sont rentrés en Ukraine, il s'agit d'abord de la reconnaissance de leur souffrance. Pour ceux qui sont restés en Russie, il s'agit de leur rapatriement en Ukraine. Pardonnez mon ingénuité, mais vous avez néanmoins parlé de sommes à verser. Et avec quel argent souhaitez-vous indemniser ces enfants ? Je ne vais pas vous apprendre, maître, ni à M. Poutine, que plusieurs centaines de milliards d'actifs de l'État russe sont gelés à l'étranger. Cette cour dispose également d'un fonds au profit des victimes, qui peut également fournir des réparations et un soutien. Son mandat d'assistance peut même être activé en l'absence de condamnation à l'issue du procès. Le Conseil européen a taxé les intérêts générés par les capitaux publics russes immobilisés dans vos États. Vous savez ce qu'il a fait de ces revenus ? Ils ont été utilisés à 90% pour fournir des armes à l'Ukraine et donc à tuer des enfants russes. L'Ukraine a subi la destruction méthodique de ses infrastructures civiles, les écoles, les universités, les hôpitaux, les centrales électriques. Il va bien falloir les reconstruire. Et, je vous le dis, dans les yeux, quelqu'un va devoir payer. En avez-vous fini sur les réparations ? Presque. Permettez-moi un dernier mot à l'adresse de la Cour. La Russie n'est pas au-dessus des lois. Elle doit rendre des comptes pour ses crimes. Vous, ici, avez le pouvoir de graver dans le marbre que les actes de Vladimir Poutine sont illégaux,
que ces violations répétées ne doivent plus se reproduire et que la Russie doit réparer le préjudice qu'elle a causé. Ça suffit, vous n'avez pas le droit de dire ça! Laissez-moi finir. Il ne faut pas arrêter la recherche des enfants ukrainiens russifiés. Au contraire, il faut s'appuyer sur la décision de cette Cour, que j'espère favorable, pour les pousser encore plus loin, afin de tous les ramener. C'est la première réparation et elle est possible. Les ONG et les associations travaillent en coopération avec la communauté des chercheurs OSINT, c'est-à-dire qui fonctionnent en open source. Ils collectent et analysent des millions d'images sur Internet. Ils retrouvent encore des enfants déportés qu'on croyait perdus sur des réseaux comme Vkontakte, le Facebook russe. La coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens, qui rassemble 37 pays, vise aussi à faciliter le retour des enfants ukrainiens. Il faut continuer de légaliser et traduire les documents, vérifier le prénom de chaque enfant, procéder à des tests ADN sur les parents si nécessaire. Le travail est en cours. N'abandonnons pas les enfants séparés de leur famille. Merci. Bien. L'heure est venue de procéder au plaidoirie final. La parole est à Madame la procureure. Nous avons entendu, au cours de ces 7 mois de procès, un nombre incalculable de témoignages qui accablent Vladimir Poutine. Au-delà des cas individuels et des réparations qui leur sont dues, au-delà des souffrances portées par la voix de leur avocate, c'est la globalité de leur sort que je voudrais souligner. Ces transferts ont été planifiés et organisés de manière systématique et intentionnelle. Les enfants ukrainiens sont victimes d'une politique d'État qui avait pour objectif d'anéantir le lien avec leur pays d'origine et d'effacer toutes les caractéristiques de leur identité et de leur culture ukrainienne. Au-delà du crime de guerre, c'est d'un crime contre l'humanité dont Vladimir Poutine est coupable. Les preuves ont été exposées devant vous pendant 35 semaines. Vous avez vu des cartes, des images satellites, des photos, des documents internes de l'armée russe, des vidéos, des relevés GPS, des documents d'identité falsifiés. Alors, ne fermez pas les yeux. Merci. La parole est maintenant à l'avocat de Monsieur Poutine. Ce que vous entendez, c'est le silence. Celui de Vladimir Poutine, qui est aussi celui de la vérité. Mon client a toujours voué une grande admiration à Fyodor Dostoïevski, qu'il a régulièrement cité dans ses discours et en qui il voit un formidable analyste des tensions morales et spirituelles. Ce grand auteur qui nous éclaire encore aujourd'hui à travers sa réflexion sur le destin de l'âme humaine a écrit dans l'adolescence son avant-dernier roman « Le silence est toujours beau et le silencieux est toujours plus beau que le parleur ». Eh oui, Madame la procureure, vous citez d'obscures directives européennes et je cite le plus grand écrivain russe. Je jette même ces mots à votre visage, car ils suffisent à exposer la vacuité de vos raisonnements. Vous faites appel à des faits tronqués et à des témoignages ayant pour seul objet de rendre mon client coupable. Il ne l'est pas. Ou plutôt si. Il est coupable d'avoir bâti un pays puissant qui vous regarde dans les yeux et vous force à les baisser. Ce procès, c'est celui de la Russie. C'est le procès d'un homme qui vous inquiète, parce qu'il menace votre vision auto-centrée des relations internationales. Un homme qui vous dérange parce que son pays possède des ressources naturelles dont vous avez besoin. Un homme qui traite avec les nouvelles puissances mondiales. Le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, et les aide à s'affranchir de l'hégémonie du dollar. Un dirigeant qui sait gouverner son peuple et s'en faire aimer. Un homme qui vous terrifie parce qu'il a compris que demain appartient à la Russie. Alors vous agitez comme un épouvantail le spectre de la guerre froide, vous tissez une toile de mensonges, vous essayez de le faire passer pour un criminel quand il sauve des enfants, car c'est votre seul moyen de le stopper. Mais les peuples vous voient, et les peuples ne sont pas dupes.
L'Occident est en perte d'influence. Ce procès, c'est le geste désespéré d'un monde finissant qui appelle à l'aide. Ce procès, quel que soit le verdict, vous l'avez perdu, car il est votre ultime aveu de faiblesse. J'aimerais répondre. Faites. Après 1929, la collectivisation forcée des campagnes a entraîné une famine généralisée en URSS. Entre 1932 et 1933, le régime de Staline a volontairement aggravé cette famine en Ukraine, et uniquement en Ukraine, afin d'éradiquer le sentiment national qu'il ressentait comme une menace. En un peu plus de 6 mois, 4 millions de paysans ukrainiens sont morts, assassinés par la volonté d'un homme qui voulait les mettre au pas. Les Ukrainiens ont appelé cette page noire de leur histoire Holodomor. Une déportation massive d'enfants s'en est suivie. Aujourd'hui, 33 pays reconnaissent le Holodomor comme un génocide ou un acte d'extermination. Ne laissons pas passer un siècle avant de reconnaître la déportation des enfants d'aujourd'hui. Faisons-le de leur vivant. Et puisque Vladimir Poutine use à travers les mots de son avocat de métaphores guerrières, ne baissons pas les yeux. Sa politique de destruction physique et psychologique n'a qu'un but: déshumaniser les victimes et briser les oppositions par la terreur. Levons la tête. Affirmons haut et fort que ces victimes sont humaines et que nous n'avons pas peur. La parole est à l'avocate des victimes. Dans un conflit armé, les enfants de l'ennemi sont un trésor de guerre. Ils sont aussi une ressource stratégique. Les enfants incarnent l'avenir d'une société. Ce sont des esprits libres qui sont littéralement le devenir du monde. Les régimes totalitaires cherchent à les endoctriner, car ils ne supportent pas que le futur soit écrit par une autre volonté que la leur. Voilà ce qui se joue en Ukraine. Pour qu'il y ait la paix, il faut d'abord qu'il y ait la justice. Nous la devons à ces enfants. Irina, Matvey, Victoria, Alexei, Natalia, Victor, Tetiana, Danil, Katerina, Timor, Nadia, Alexander, Ina, Konstantin, Anastasia, Artyom. Je pourrais égrener pendant une journée entière sans m'arrêter les prénoms de ces enfants qui ont été privés de leur enfance par la volonté d'un seul homme. On a effacé jusqu'à leur nombre. Combien sont-ils réellement? Peut-être 250 000? Peut-être moins. Ces enfants ont un prénom, mais aussi un nom de famille. Ils ont un visage, des traits de caractère. Certains ont les yeux bleus, d'autres marrons. Certains sont joyeux, d'autres timides. Certains sont lucides, d'autres naïfs. Certains sont têtus, d'autres dociles. Certains ont des parents, des amis, d'autres n'en ont pas. Certains ont des peluches, des jouets, des rêves, des larmes, des joies, des peines. Comme vos enfants en ont. Comme tous les enfants en ont. Ils et elles ont des soucis de santé, des coups de cafard, des traumatismes, des devoirs à faire, des passions, des modèles, des posters au mur de leur chambre, des secrets, des histoires d'amour. Mais ils ont aussi un futur. Permettons-leur de l'honorer. C'est la seule chose qui doit les relier, la seule qui doit guider le jugement de la cour. Le futur de ces enfants déportés, c'est le nôtre. Soyons à sa hauteur. Le procès de Poutine, une fiction d'Amnesty International produite par le studio Sonic. Écrite par Tanguy Bloom, idée originale et suivi éditorial Nicolas Fouché, réalisation Lucie Lossel,
Direction artistique Christophe Payette, chargé de production Emma Biabiani. Avec Olivier Cruvelier, Éric Bougnon, Adrien Michaud, Ludovic Lelez, Igor Adel, Judith Henry, Élise Fourneau, Marie-Laure Dougnac, Valentine Cazeflis et Marie Barrault. Amnesty International défend les libertés fondamentales, combat toutes les formes de discrimination et lutte contre l'impunité. Tu souhaites t'engager à nos côtés ? Tu peux nous soutenir en participant à des actions, en relayant nos communications sur les réseaux sociaux ou en faisant un don. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur amnesty.fr. Si tu as aimé ce podcast, mets-nous des étoiles, des commentaires et abonne-toi à la chaîne We Made It pour ne pas rater les prochains.